Les dentistes se sont offerts, les hygiénistes se sont offerts. Et là, la ministre a dit, je vais vérifier, je ne le savais pas, etc. Donc, les gens qui s'offrent, on présume qu'on essaie le plus possible de les envoyer là où il y a le feu, là. Oui, puis les médecins spécialistes disaient, on se tourne les pouces, on fait rien. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y aurait eu une entente hier soir à 22h30 entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes du Québec puis là, je prends des pincettes, mais pour déployer des spécialistes dans le réseau. Hier, 2 fois, François Legault a dit, ils ont une formation médicale, les spécialistes, peut-être qu'ils pourraient être préposés aux bénéficiaires. Est-ce que l'entente prévoit que des spécialistes vont devenir préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD? Mystère, mais il semble qu'il y a une entente qui est intervenue entre le gouvernement et la Fédération des médecins spécialistes hier soir. Pour que le paiement se poursuive, même s'ils ne feront pas des tâches qui sont normalement, qui leur incombent normalement. Donc, on va écouter ça avec attention, Sébastien. On va y revenir après, bien sûr, parce que ça inquiète avec raison beaucoup de monde. Je laisse la parole au premier ministre, à la ministre de la Santé et au directeur de la Santé publique, Dr Arruda. À tout de suite, mesdames et messieurs. Accompagné, comme toujours, de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Danielle Mécan, et du directeur national de Santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde. Écoutez, on va commencer par le bilan de la journée. On a malheureusement 52 nouveaux décès, donc un total de 487 décès. Donc, je veux offrir mes condoléances aux familles, aux proches de ces victimes. On a maintenant 14 860 cas confirmés. C'est une augmentation de 612. On a 984 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 48. Et on a 218 personnes aux soins intensifs. C'est une diminution de 12. Évidemment, on continue de suivre de très près la situation dans les CHSLD. On continue de demander à chacun des CHSLD combien de personnes vous avez besoin, puis évidemment, essayer d'envoyer le maximum de renforts possible dans les CHSLD. Je répète un peu comme je le disais hier, qu'il y a quand même, en plus de la pénurie qu'on avait avant la crise, beaucoup de personnes qui s'absentent, soit qui sont infectées, soit que leur condition de santé ne leur permet pas de prendre ces risques-là, ou soit carrément, dans certains cas, des personnes qui ont peur d'attraper la COVID-19. Donc aujourd'hui, on est rendu à 1382 absences, seulement dans les CHSLD publics. Là. Je pense que c'est important, c'était peut-être pas clair hier. Je parle seulement des CHSLD publics. Donc si on ajoute les CHSLD privés, si on tient compte aussi de la situation quand même exceptionnelle qu'on vit actuellement, on peut dire qu'il nous manque à peu près 2000 personnes dans les CHSLD. Et je veux aujourd'hui peut-être envoyer un message encore plus clair à nos médecins, autant nos médecins spécialistes que nos médecins de famille. Bon, j'entendais ce matin l'émission de Paul Arcand, pour ne pas la nommer, le président du syndicat des médecins de famille et la présidente du syndicat des médecins spécialistes dire bien, il ne manque pas de médecins dans les CHSLD, il manque d'infirmières, il manque de préposés aux bénéficiaires. C'est absolument vrai. Le problème qu'on a, c'est que ça n'existe pas, là, 2000 infirmières ou préposés qui sont disponibles à aller travailler demain matin dans les CHSLD. On ne peut pas faire de magie, là, on ne peut pas les inventer, ces personnes-là. C'est pour ça que depuis quelques jours, là, je ne veux pas insulter les médecins, mais ce que je demande aux médecins, c'est de venir aider dans les CHSLD. Je comprends qu'il ne manque pas de médecins, mais ils peuvent venir aider à faire du travail d'infirmière. On peut peut-être demander aux infirmières de faire le travail de préposés, mais on manque de bras actuellement dans les CHSLD. Puis on a des médecins qui, veulent pas, ont une formation de généraliste. Là. Je comprends qu'ils sont surqualifiés pour faire le travail d'infirmière dans les CHSLD, sauf qu'à partir du moment où on n'a pas personne d'autre,
on demande aux médecins spécialistes et aux médecins de famille de venir aider dans les CHSLD. Donc, c'est important de le faire. Je comprends qu'actuellement, il y a beaucoup de médecins de famille qui font du télétravail. Bon, il y en a un certain nombre aussi qui sont dans les CHSLD, mais ça en prend plus pour venir aider les infirmières puis les préposés. Du côté des médecins spécialistes, j'entendais la présidente du syndicat ce matin dire on a des anesthésistes, beaucoup de monde qui sont à rien faire actuellement puisque les chirurgies ont beaucoup été reportées. Mais moi, ce que je demande aux médecins spécialistes, c'est de venir dans nos CHSLD aider à donner des soins, aider à nourrir les résidents, aider à les laver, aider à les soigner, aider les infirmières. Je pense que c'est important, là. Ils ont une compétence. Je comprends que c'est peut-être pas drôle de demander à des spécialistes de venir s'occuper de patients à la place d'infirmières, mais il nous manque d'infirmières, il nous manque de préposés. J'entendais la présidente du syndicat, Mme Franqueur, dire ce matin, on n'est quand même pas pour demander aux médecins spécialistes de laver des planchers. Bien, on ne leur demande pas de laver des planchers, là. Ce qu'on demande, c'est d'aider les infirmières qui vont pouvoir aider les préposés, qui vont pouvoir aider à s'assurer que tout est propre puis tout est bien nettoyé. Mais on a besoin. Puis moi, je veux aujourd'hui faire appel au sens du devoir, au sens des responsabilités des 20 000 médecins qu'on a au Québec. Est-ce qu'on est capable, je pense surtout aux spécialistes là, qui ont moins de travail étant donné qu'on a reporté les chirurgies, est-ce qu'on est capable d'en trouver 2000 médecins qui sont capables pour quelques semaines, temporairement, de venir aider dans les CHSLD? Vous avez la compétence. Les choix qu'on a, c'est d'envoyer du monde qui ne sont pas du tout qualifiés à aller faire du travail de préposé ou d'infirmière. Moi, je me dis, on a des médecins, là, entre autres les médecins spécialistes, qui ont les compétences, les connaissances de base pour venir aider nos aînés. Donc, je vous demande un effort spécial de venir dans nos CHSLD, prendre soin de nos aînés. On a besoin de vous autres, là. Je ne sais plus comment le demander. Ça fait 3 jours que je le demande là, aux médecins, mais on a besoin de vous autres dans les CHSLD pour faire toutes sortes de travail, là, mais incluant du travail qui habituellement est fait par des infirmières. Je termine en disant, oui, depuis quelques jours, on parle beaucoup des CHSLD puis des problèmes dans certaines résidences, mais il ne faut pas oublier de continuer de respecter les consignes dans nos maisons, dans le reste de la vie en général. Le fait qu'on a respecté les consignes dans les dernières semaines, ça a déjà permis de sauver des centaines de vies au Québec. Donc, ce n'est pas le temps de relâcher à l'extérieur des CHSLD, ça veut dire dans nos maisons, dans tout le reste de notre société. On est en train de passer au travers. Oui, on s'occupe spécialement des CHSLD, mais c'est important de continuer à suivre les consignes. Puis, je veux juste dire aux Québécois, quand même, que les choses se stabilisent dans les hôpitaux, qu'on va finir par passer au travers, puis que le beau temps va revenir. Merci. Maintenant en anglais. Good afternoon. Bonjour. We continue. Nous continuons de suivre de très près la situation dans les résidences pour aînés, mais il nous manque encore du personnel. Aujourd'hui, je lance la demande à chaque médecin disponible, qu'il soit médecin de famille ou spécialiste, de venir nous aider. Nous avons besoin de vous pour faire le travail de base. Je fais appel à votre sens du devoir pour nous aider, nous occuper des aînés. Le reste de la population, la situation va s'améliorer. Courage à chacun, chacune, les beaux jours vont revenir. Merci. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Isabelle Porter du journal Le Devoir.
Oui, bonjour tous les trois. Concernant les médecins, on vous sent un peu impatient, tout ça. Est-ce que le fait que vous n'ayez pas la réponse que vous souhaitez peut être lié au fait, par exemple, qu'il n'y ait pas encore d'entente signée sur la rémunération des médecins spécialistes depuis quelques semaines? Puis je reviens avec une question que j'ai déjà posée. Un médecin spécialiste qui fait une tâche de préposé dans un CHSLD, il est payé combien pour le faire? Bon. Écoutez, je pense que les questions de rémunération, là, on va y régler à satisfaction de tout le monde. Là. Mais ce que j'ai compris des entrevues des deux chefs de syndicats ce matin, c'est qu'on dit, ben voyons, le premier ministre nous demande d'aller dans un CHSLD, mais il ne manque pas de médecins dans un CHSLD. On est d'accord là-dessus. Mais il nous manque d'infirmières et de préposés. Puis les médecins ont quand même une formation. Ils seraient capables de nous aider à faire ce travail-là. Donc, peut-être c'est moi qui n'ai pas été assez clair des dernières journées. Là. Je pense qu'aujourd'hui, je le suis très clair. Là. On a besoin, là, idéalement, de 2000 médecins, que ce soit des omnis ou des spécialistes, qui viennent soigner le monde, qui viennent laver les patients, qui viennent nourrir les patients, qui viennent faire le travail qui habituellement est fait par des infirmières. Donc, on trouvera le moyen de les rémunérer. Là. Moi, je pense qu'ils ne doivent pas s'inquiéter avec ça. Non, absolument pas. Puis je pense que confirmer là, que l'entente a été signée hier soir. Là. Elle vient d'être signée. Fait qu'avec les spécialistes, il n'y a aucun problème. Puis moi, ce que je dirais là, là-dessus, en complément de M. le Premier ministre, c'est que on a connaissance, nous, de beaucoup de médecins généralistes, spécialistes, qui vont en mission humanitaire à l'extérieur du Québec, hein, en Afrique, dans plusieurs pays. Ils vont aider. Ils se dévouent beaucoup. Bien, moi, ce que je veux leur dire aujourd'hui, ce qu'on leur dit aujourd'hui, c'est que la mission humanitaire, là, elle est au Québec. Elle est en CHSLD. Et on veut que nos médecins viennent en mission humanitaire dans les CHSLD pour nos aînés, ceux qui ont bâti le Québec. Question? Oui, une question concernant les réactifs. On a des informations comme quoi le nombre de tests aurait grandement diminué dans les derniers jours par manque de réactifs au Québec. Je voudrais avoir des informations là-dessus. Là, où est-ce qu'on en est par rapport à ça? On peut y aller? Oui. Je vais vous donner les chiffres exacts. Réactifs. Effectivement, on en a pour 3 jours, mais comme j'ai expliqué, on est en discussion avec Winnipeg qui a reçu la recette d'une compagnie française, puis on est en train de pouvoir bâtir nous-mêmes le réactif. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Donc, ce n'est pas une raison qui expliquerait pourquoi il y a moins de tests. Je pense qu'on est en train de se concentrer à tester beaucoup les gens, autant le personnel que les résidents dans les CHSLD. Donc, peut-être qu'on a déplacé les endroits où les tests sont faits. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a moins ou un nombre différent. Mais on continue de faire des milliers de tests à chaque jour. Oui, puis c'est resté quand même à un niveau habituel. Là. On était à 6 000 quelques là, hier. Donc, on continue la cadence là, au niveau des analyses. Puis je suis, là, de mémoire, là, on a au moins 14 000 tests par million d'habitants. On est un des endroits au monde où on a le plus testé. Très bien. Donc, prochaine question. Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. Je voudrais être certain de bien comprendre le problème de manque de personnel parce qu'il y a aussi près de 40 000 personnes qui avaient signalé un intérêt sur le site Je contribue, je crois. On nous dit qu'il y a des gens, normalement, qui sont affectés à des soins à domicile qui se sont portés volontaires, qui n'ont toujours pas été rappelés. Même chose aussi, tout à l'heure, la ministre fédérale de la Santé indiquait qu'ils avaient une banque avec, je pense, 1 millier de noms de gens qui parlent français, qui seraient prêts à venir donner un coup de main ici au Québec. Donc, de part et d'autre, on entend des échos de gens qui nous disent qu'ils sont prêts à venir contribuer, mais d'autre part, vous nous dites qu'il y a un problème visiblement sur le terrain. Alors, comment se fait-il qu'on ait tant de difficultés à faire atterrir tous ces gens-là qui veulent aider et qui n'arrivent pas à le faire visiblement? OK. Bon, effectivement, on réussit à aller chercher un peu de personnes à gauche, à droite, soit qui n'avaient pas fini tout à fait leur formation, soit qui étaient retraités, puis que là, via le site Je contribue, sont maintenant disponibles. Mais on va continuer à regarder ceux qui donnent des soins dans les entreprises d'économie sociale. Donc, on regarde tout ça. Mais là, on a besoin de 2000 personnes. Puis on pense, entre autres, chez les spécialistes, là,
qu'il y en a au moins 2000 qui, actuellement, à cause du report des chirurgies, seraient disponibles pour venir régler le problème rapidement, le temps qu'on mette ça en place. Concernant le fédéral, on a demandé effectivement au fédéral combien il y a de personnes qualifiées, parce qu'on ne veut pas non plus entrer du monde qui n'ont pas de qualification. Et je viens de voir en même temps que vous, là, il y a quelques minutes sur Twitter, la ministre qui dit qu'on aurait peut-être 1000 personnes qualifiées à envoyer. Donc, si c'était le cas, là, ben, il serait le bienvenu, effectivement. Là. Donc, on a demandé au fédéral combien il pouvait nous envoyer de personnes qualifiées qui pourraient aller dans les CHSLD donner un coup de main. Puis, évidemment, ils sont le bienvenu. Puis je vais être certain aussi de bien comprendre puis de bien décoder ce que vous nous dites sur les médecins. Vous parlez d'un côté des médecins omnipraticiens, de l'autre part des médecins spécialistes. Est-ce qu'on doit comprendre qu'en ce moment, il y a comme une espèce de chicane de docteurs qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à voir les gens sur le terrain? Puis vous parliez d'une entente. Est-ce qu'on peut avoir des détails sur ce que ça prévoit, l'entente signée hier soir? Oui, bien, j'écoutais ce matin les deux présidents de syndicats. Le président des médecins de famille disait, bien, tous les médecins de famille qu'on a besoin dans les CHSLD, on les a envoyés. Mais il y a un manque d'infirmières puis de préposés. Puis là, la présidente du syndicat des spécialistes disait, bien, nous, les spécialistes, on est prêts à aller remplacer les médecins de famille, mais pour l'instant, il y a assez de médecins de famille. C'est pas ça qu'on dit, là. On demande autant aux spécialistes qu'aux médecins de famille de venir nous aider à faire du travail d'infirmière parce qu'on n'en trouve pas des infirmières. Donc, je comprends qu'ils sont surqualifiés pour faire ça, là, mais c'est pas vrai, là, comme dit la présidente du syndicat, là, qu'on veut lui faire laver des planchers. Là. On veut avoir des bras, mais des gens qui ont quand même une formation de base. Je pense que les médecins spécialistes, les médecins de famille ont une formation de base où ils sont capables de faire pas mal ce qu'une infirmière habituellement fait, mais il nous manque d'infirmières. Donc, peut-être là qu'on s'est mal compris, là. En tout cas, moi, je pense... Je suis un gars habituellement clair, là, mais peut-être que je n'ai pas été assez clair dans les derniers jours. Est-ce que Mme McCann voulait répondre à la dernière partie de cette question? Oui, l'entente. Écoutez, on a une entente avec les spécialistes, puis on a une entente aussi avec les généralistes, les médecins généralistes. Alors, ces ententes-là prévoient des rémunérations adaptées dans le contexte de la COVID-19 à l'intérieur de leur enveloppe. Ce n'est pas une rémunération additionnelle, là. C'est une rémunération qui est ajustée à l'intérieur de l'enveloppe de la FMSQ et de la FMOQ. Merci. Prochaine question, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre, Mme McCann, M. Arruda. Justement, sur cette rémunération-là, parce que je pense que ça va rejoindre un peu les questionnements de mes deux collègues, là. Vous demandez à ces médecins-là de rentrer dans les CHSLD, faire le travail que font normalement les préposés bénéficiaires, les infirmières, etc. Est-ce que ça pourrait arriver que ces gens-là gagnent un salaire démesuré par rapport à leur fonction? C'est-à-dire qu'on ne veut pas avoir une infirmière, par exemple, qui gagne un montant d'argent, puis à côté, tu as un médecin spécialiste qui fait le même travail qu'elle, puis qui gagne 15 fois plus. Là. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Est-ce qu'il va y avoir une rémunération comme ça pour les médecins spécialistes, les médecins qui vont aller faire un travail dans les CHSLD? Bon. D'abord, l'enveloppe qui est prévue pour les spécialistes puis les omnis devrait être dépensée. Pas plus, pas moins. Maintenant, est-ce qu'on demande à certains médecins spécialistes d'aller faire du travail d'infirmière, donc d'être payés plus cher qu'une infirmière pendant qu'ils font le travail d'une infirmière? Ben oui. Parce qu'il y a une urgence nationale. L'urgence nationale, là, c'est qu'il nous manque d'infirmières puis de préposés dans les CHSLD. Puis moi, j'aime mieux avoir des médecins qui viennent faire du travail d'infirmière dans les CHSLD que d'avoir des médecins spécialistes qui sont à l'hôpital devant des lits vides parce qu'on a reporté des chirurgies. Puis je comprends qu'on ne pourra pas les reporter indéfiniment, mais on les a reportés depuis 4 semaines, on peut peut-être les reporter encore pendant quelques semaines, le temps qu'on règle l'urgence nationale qu'il y a dans les CHSLD. Mon autre question, c'est parce que ça a été abordé ce matin dans la conférence de presse avec M. Trudeau. M. Trudeau a dit qu'ils étaient en discussion avec vous au sujet de l'armée.
Les forces canadiennes ont du personnel médical. Ils ont des infirmiers qui sont qualifiés. Ils ont également des médecins qui sont qualifiés, qui peuvent faire un travail d'urgence. Là, c'est leur mode de travail. Là. Eux interviennent dans des situations d'urgence. Est-ce que vous avez demandé à ce que des médecins, infirmiers, militaires interviennent, M. Legault? Ce que j'ai demandé, c'est combien ils pourraient nous envoyer de personnes de l'armée qui ont des qualifications en santé. OK? Jusqu'à il y a quelques minutes, je n'avais pas la réponse. Là, je viens de voir sur Twitter qu'il y en aurait peut-être 1000. Tant mieux. Mais nous, ce qu'on a demandé, c'est est-ce que vous avez du personnel de l'armée qualifié qui pourrait être capable de venir faire le travail, par exemple, d'infirmière dans nos CHSLD. C'est ça qu'on a demandé, puis on est ouvert à recevoir du personnel qualifié qui viennent de l'armée pour aller aider dans les CHSLD. Merci. Maintenant, au tour de Patrick Belrose, Journal de Québec, Journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Monsieur Legault, vous dites vous-même depuis plusieurs jours, la crise actuelle met en lumière le manque de ressources graves dans les CHSLD. Après la crise, est-ce que vous comptez augmenter le nombre de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières par résident et créer des ratios minimums pour assurer une qualité de soins aux aînés? Bon, comme j'ai déjà expliqué, oui, il va falloir faire une grosse réforme. Cette réforme-là va commencer par une négociation sur la rémunération. Parce que là, il y a deux problèmes. Un, la rémunération n'est pas assez incitative pour qu'il y ait assez de préposés aux bénéficiaires. Puis deuxièmement, parce qu'il n'y a pas assez de préposés aux bénéficiaires, le travail devient beaucoup plus difficile pour ceux qui sont là et donc moins attirant encore parce qu'il y a cette pénurie. Donc, tout commence par, d'abord, augmenter les salaires. J'ai compris en lisant certains tweets du Dr Barrett qui a essayé en 2015 de négocier ça avec les syndicats, qui n'a pas réussi. Bien, moi, je veux réussir à négocier avec les syndicats qu'on augmente davantage le salaire des préposés aux bénéficiaires, en particulier dans les CHSLD, que les autres groupes d'employés. Mais c'est pas simple. M. Barrett nous dit qu'il l'a essayé en 2015 puis il n'a pas réussi. Nous, on espère réussir dans les négociations actuelles. D'accord. Ma question était plus précisément, par contre, sur le nombre de préposés aux bénéficiaires par patient et le nombre de préposés d'infirmières aussi par patient. Donc, est-ce que vous pourriez créer des ratios minimums pour assurer un minimum de qualité de soins aux aînés? Bon. Je reviens à mon cher ami Dr Barrett, qui nous dit qu'en 2015, quand il a essayé de négocier les ratios, ça aurait coûté 1,2 milliard au gouvernement. Donc, à un moment donné, il y a sûrement une négociation à avoir sur des ratios, mais commençons juste par combler tous les postes qui sont affichés. Déjà, il y aurait une grosse amélioration. Est-ce qu'on doit aller encore plus haut? Je ne l'exclus pas. Merci. Prochaine question. Hugo Pilon-Larose, La Presse. La rémunération des médecins, c'est quelque chose qui est quand même complexe à expliquer et à comprendre quand on n'est pas de ce milieu-là. Selon l'entente, ils vont être payés combien les médecins spécialistes qui vont venir aider dans les hôpitaux, pour faire dans les CHSLD pour faire le travail des infirmières? Mais aussi, comment se fait-il qu'aujourd'hui, vous devez quasiment vous mettre à genoux pour les supplier de venir dans le réseau? Est-ce que l'état d'urgence sanitaire ne vous donne pas des pouvoirs qui vous permettraient d'assigner certaines tâches aux médecins? Bon. D'abord, je veux peut-être, sans faire toute la genèse là, de la rémunération des médecins, rappelons-nous, on a comparé avec le reste du Canada, on a un écart d'à peu près 10 %. Ça veut dire qu'autant nos spécialistes que nos omnipraticiens gagnent 10 % de moins que dans le reste du Canada en moyenne. OK? Donc, ça, cette rémunération-là est correcte. Là, on leur demande quelque chose de spécial, de venir faire des tâches qu'ils ne font pas d'habitude. Mais la rémunération qui est prévue, là, Daniel pourra compléter, va être versée. C'est nous qui leur demandons de façon exceptionnelle, pour quelques semaines, de venir faire des tâches exceptionnelles dans les CHSLD. Oui. Bien, écoutez, sans donner tout le détail, là, parce que je n'ai pas tout le détail à l'esprit, mais quand même, vous donnez quelques grandes lignes. Par exemple, la rémunération à l'acte, hein, c'est ce qu'il y a majoritairement pour nos médecins. Mais dans le contexte là, de la COVID-19, on a aussi une modalité de forfait qui serait mieux adaptée dans un contexte, par exemple, de CHSLD, là,
où ils viendraient travailler dans un contexte de COVID-19. L'autre chose, c'est que les médecins, en général, et ça vaut pour la FMOQ et la FMSQ, n'étaient pas rémunérés dans le passé pour faire des actes par téléphone ou par téléconsultation. Alors là, on va les rémunérer. Ça, c'est aussi un autre aspect important de cette entente, puis il y en a d'autres aussi, de ces ententes. Sur un autre sujet, les préposés aux bénéficiaires dans les CHSLD, des fois, ils peuvent se faire refuser un emploi s'ils ont des antécédents criminels. Et là, on apprend que le président d'entreprise, qui est à la charge du CHSLD Héron, a toute une feuille de route, notamment a été condamné pour complot d'importation de drogue et de fraude. Je ne sais pas par où commencer, mais d'abord, est-ce que vous faites une enquête pour savoir s'il y a d'autres cas similaires dans d'autres CHSLD privés au Québec? Est-ce que c'est acceptable? Non, c'est pas acceptable. J'ai demandé d'ailleurs qu'on revoie les informations qui sont sorties, mais c'est pas acceptable. Comme vous le dites, on s'assure que les employés n'ont pas de passé criminel, mais on aurait peut-être accepté que des dirigeants, des propriétaires de CHSLD aient un passé criminel. Donc, j'ai demandé qu'on revoie tout ça, là, mais c'est inacceptable. Merci. Maintenant, au tour d'Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Madame, Monsieur le Premier ministre, actuellement, selon les informations dont je dispose, il y aurait 900 infirmières disponibles dans les groupes de médecine familiale qui ne sont pas déployés. Pourquoi? Bien, écoutez, les groupes de médecine familiale, ils ont encore des activités. Hein, les GMFR, entre autres, là, ils ont encore des activités. Ils sont ouverts là, pendant 12 heures là, à travers le Québec, en tout cas plusieurs d'entre eux. On a également déployé des cliniques d'évaluation. Ça, c'est des cliniques spécialement dévolues à des gens qui ont des symptômes grippaux. Donc, ça peut être de tout ordre. Alors, il y a des infirmières dans ces cliniques-là. Alors, ces infirmières-là ont été déployées dans ces cliniques, entre autres. Vous dites, Monsieur le Premier ministre, qu'il va falloir reporter certaines chirurgies. Ce qu'on entend actuellement, c'est qu'on a 30 000 chirurgies d'annulées. Si on se rend à Saint-Jean-Baptiste, ce sera 50 000. Est-ce qu'on risque pas de vivre une autre crise d'un autre genre à l'automne parce que, justement, il va y avoir trop de chirurgie et que le système ne sera pas capable de le prendre, là? Bon. Effectivement, je reviens toujours à ma balance des inconvénients. C'est vrai que si on demande à un certain nombre de médecins spécialistes de venir pour quelques semaines nous prêter main forte dans les CHSLD, ça va vouloir dire que des chirurgies vont être reportées. Mais il doit y avoir moyen de trouver un équilibre. Là, actuellement, on a 6 000 lits qui étaient disponibles. On a besoin de 1 000. Donc, il y a moyen de trouver un juste milieu où certains médecins pourraient recommencer éventuellement à faire des chirurgies. Mais il y a une urgence, là. Il y a une urgence nationale. Besoin des médecins spécialistes dans les CHSLD, le temps de reprendre le contrôle de la situation. Et en plus de l'urgence, en complément, il faut se rappeler qu'on on est serré au niveau des médicaments qui sont requis, au niveau des chirurgies, tous les médicaments au niveau de la sédation, entre autres, là. Donc, il faut être très prudent. Par rapport à reprendre les chirurgies électives. C'est sûr que les chirurgies urgentes sont faites. Et les semi-urgentes, là, évidemment, on a fait des avancées là-dessus, comme je l'ai dit il y a quelques jours. Mais il faut faire attention au niveau là, des médicaments à ce moment-ci. La prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour à vous trois. D'amener les ressources des soins à domicile dans les CHSLD, est-ce que c'est pas risqué compte tenu qu'il y a déjà 26 ou 27 % je crois, des décès qui sont à domicile? Est-ce qu'on risque de juste déplacer le problème? Bien, on ne le déplace pas, non, pas du tout. En fait, les services à domicile sont assurés maintenant. Hein. Il faut qu'ils soient maintenus et il faut qu'ils soient préservés, les services à domicile. Pour les personnes qui sont à domicile, d'ailleurs, je pense que les gens... Je rencontrais quelqu'un hier qui était la fille d'une personne qui reçoit ces services, qui était tellement reconnaissante parce que ça la maintient à domicile, les préposés, entre autres, et les infirmières. Alors, ce qu'on a fait, là, c'est qu'on a diminué certains services non essentiels, par exemple l'aide domestique. Alors, à part ça, là, les services maintien à domicile sont maintenus et vont être maintenus. Ils sont cruciaux.
Ce qu'on dit, c'est qu'il y a justement les entreprises d'économie sociale qui étaient beaucoup utilisées pour donner des services d'aide domestique à domicile qui, elles, ces ressources-là sont disponibles. Et on est en train, là, de façon très, très accélérée, d'attacher quelque chose là, avec les ESSAD très, très rapidement, parce qu'on a quand même des centaines de personnes là, qui seraient disponibles pour venir nous aider au niveau des soins de base là, dans les CHSLD. Donc, on ne touche pas aux services de maintien à domicile. Côté économique, M. Legault, vous aviez qualifié ça, je crois, d'injustice, les petits commerces qui doivent fermer alors que les Walmart, les Costco continuent à vendre des produits non essentiels. Est-ce que c'est envisagé, étudié, d'empêcher les grandes chaînes de vendre les produits non essentiels ou comment ça va pouvoir faire la balance? Non, ce qu'on est en train de regarder avec la santé publique, c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire de permettre aux petits commerces de recommencer à pouvoir vendre leurs produits, surtout les petits commerces qui se font faire une compétition un peu injuste par les grandes surfaces. Donc, on est en train, avec le Dr Arruda, de mettre en place des consignes pour que, entre autres, le 2 mètres soit respecté, mais on est en train de regarder là, prochainement pour réouvrir ces commerces. Merci. Autour de Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous trois. Je vais commencer avec une question d'une collègue. Vous avez dit hier que toutes les 2600 résidences ont été inspectées. Combien d'inspections et quelle sorte d'inspections ont été réalisées l'an dernier dans les résidences pour personnes âgées? J'ai pas la réponse. Écoutez, ce que je peux vous dire, là, c'est que vous avez vu le tableau, là, des résidences qui ont des priorités, hein, les rouges, les oranges et les jaunes, si je peux le dire comme ça, il est sur le site. Ces résidences ont été inspectées. Les 2600, là, on est en processus accéléré. Là. On est déjà en action à travers toutes les régions du Québec pour les inspecter. Alors ça, c'est en train de se faire, là, mais celles que vous avez sur le tableau, qui sont celles qui sont sous surveillance, plus ou moins, là, parce que celles qui sont évidemment dans le rouge sont très surveillées, elles sont toutes inspectées. Et l'année dernière, d'ailleurs, ma collègue, Mme Blais, la ministre responsable des aînés et des proches aidants, a demandé de rehausser le nombre d'inspecteurs qui allaient dans les CHSLD. Ça a été fait par la ministre responsable des aînés et des proches aidants l'année dernière. Et il y a eu davantage de visites des inspecteurs dans les CHSLD grâce à cette décision l'année dernière. Monsieur le Premier ministre, la prochaine question s'adresse à vous. Les Québécois ont entendu votre appel aux médecins qui semble être un appel désespéré parce que vous dites que vous ne savez plus comment le faire et vous venez de dire que vous essayez de reprendre le contrôle de la situation. Donc, la situation est actuellement hors contrôle dans les CHSLD au Québec? Bien, pas, je dirais, là, puis je l'ai répété souvent, dans la grande majorité des résidences, c'est sous contrôle. Il y en a un certain nombre, là, puis vous avez eu la liste selon le degré là, de problème, rouge, orange et jaune, où là, il manque de personnel. Et c'est ce qui explique surtout la perte de contrôle, parce que déjà, il manquait du personnel. Avec les personnes qui sont infectées à la COVID, bien là, il faut mettre des procédures additionnelles, zone chaude, zone froide, s'assurer que le personnel ne passe pas d'une zone froide à une zone chaude, etc. Donc, ça prend encore plus de personnel. Donc, oui, il y a du travail à faire pour donner, entre autres, tout le personnel qui est nécessaire dans les CHSLD, puis en particulier ceux dont vous avez la liste. Merci. Le temps me permet de prendre 2 ou 3 questions additionnelles. Monsieur Laforêt, TVA Nouvelle. Au niveau, vous venez juste parler, Monsieur le Premier ministre, peut-être Mme McCann qui va pouvoir répondre là, de zone chaude, de zone froide. À ma connaissance, l'Hôtel-Dieu va être transformé en hôpital COVID, c'est bien ça? On a l'intention. Et comment ça va fonctionner, là? Zone chaude, zone froide? Oui. Est-ce que vous avez suffisamment de personnel pour éviter transmission, c'est-à-dire que les gens passent d'une section à l'autre puis à le contaminer? Oui. Bien, regardez, d'ailleurs, je peux vous dire qu'à travers le Québec, là, j'ai dénombré une vingtaine de sites qu'on appelle non traditionnels, un peu comme l'Hôtel-Dieu le serait. Là, c'est pas encore ouvert, l'Hôtel-Dieu, mais j'espère qu'on va réussir à l'ouvrir parce que je pense qu'il y a un besoin, mais c'est un besoin de personnel qu'on a. Et souvent, dans ces sites non traditionnels, on va amener des gens
qui sont ou bien non atteints par la COVID-19 avec le personnel adéquat, ou bien on a une zone tiède qu'on appelle là, des gens qui ont été en contact ou qui reviennent de l'hôpital mais qui ne peuvent pas aller dans le CHSLD, puis on va les mettre dans une zone tiède pour une période, là, évidemment, de 14 jours pour être sûr là, que tout est correct. Alors, évidemment, l'enjeu, et là aussi, on a eu des discussions, j'ai eu des discussions avec Dr. Franqueur, et on pourrait ouvrir davantage de sites non traditionnels, comme l'Hôtel-Dieu, où on aimerait l'ouvrir, avec l'aide des médecins spécialistes. Ça, c'est un objectif qu'on a avec la Fédération des médecins spécialistes, bien entendu. Moi, ce que je veux vous dire aussi, c'est que, comme le dit le premier ministre, là, il y a des endroits où c'est plus difficile. On le sait, Montréal, la grande région de Montréal, Laval, la Montérégie, il y a aussi la Mauricie, où est-ce qu'on a des enjeux de personnel plus importants. Et c'est là vraiment qu'on va devoir mettre le maximum d'efforts pour régler la situation. Madame Porteur, le devoir. Oui, ma question est pour le docteur Arruda. Le 7 avril dernier, votre collègue, Dr. Massé, a dit qu'il y avait des modélisations qui étaient en préparation du côté de collègues experts de santé publique, puis on comprend aussi de l'INES, et que c'est vraiment ça là, qui va nous éclairer sur le comportement du virus et tout ça, la période d'incubation. On en est où avec ces travaux-là et quand pensez-vous pouvoir nous présenter des résultats? J'ai justement une présentation ce soir par les experts comme tel. J'ai eu un rapport préliminaire. Là. On a des questionnements à leur poser. Donc, il y a ça. Il y a cette revue-là, mais il y a aussi plein de nouveaux articles, dont il y en a un dans Science aujourd'hui, là, qui essaie de prédire comment le virus va se comporter. Est-ce qu'on va avoir un virus comme le SRAS qui va s'éteindre, le SRAS 1 là, qui s'est éteint? Mais tout le monde pense plutôt que ça va être un virus comme d'autres coronavirus qui sont comme des rhumes, mais qui va persister dans le temps. Et se préoccupe sur la question de la deuxième vague potentielle. Et donc, il faut voir effectivement ces éléments-là. Fait que oui, il y a ce scénario-là qui vont nous être présentés. Et puis, on est aussi en train de regarder ce qui se fait partout dans le monde en termes avec l'expérience des autres. Parce que ça a un impact important, surtout pour savoir à quelle vitesse on va changer le gradateur, puis comment on va mesurer les effets potentiels de ce qu'on appelle l'immunité de masse de la population. Est-ce qu'on est à 10, 15, 25, 30, 40 % population atteinte? C'est toute partie des éléments pour le futur qu'on va regarder. Merci maintenant, M. Lacroix, Cogeco Nouvelles. Monsieur le Premier ministre, je vais me faire le porte-voix, n'est-ce pas, de la Dr. Franqueur qui vous envoie ce message il y a 11 minutes précisément. Il dit « Monsieur le Premier ministre, depuis jeudi dernier que nous levons la main, j'ai personnellement dit oui 3 fois à votre ministre de la Santé. Encore une fois, il y a 1 heure. Nous serons là où il le faut. Je suis surprise de vos propos. » Est-ce qu'il y a un manque de communication? Bien, c'est peut-être moi qui s'est mal exprimé, mais je l'ai bien écouté. J'ai écouté son 20 minutes à Paul Arcan ce matin. Ce qu'elle disait, la Dr. Franqueur, présidente du syndicat des spécialistes, c'est que on lui avait demandé de venir remplacer des médecins de famille. C'est peut-être encore moi là, qui s'est mal exprimé, mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils viennent remplacer des infirmières. Donc, peut-être qu'on s'est mal compris. C'est vrai qu'il ne manque pas de spécialistes dans les CHSLD pour faire du travail de spécialistes, mais on aurait besoin des spécialistes avec leur formation de base pour venir nous aider à remplacer du travail d'infirmières. Rapidement, M. Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet, revenir sur ce que Dr. Arruda hier nous disait à l'effet qu'on était en train d'aplatir la courbe. J'imagine que vous êtes en train de parler, de songer à vos scénarios de déconfinement. Il y a plusieurs pays européens qui ont annoncé les leurs. À quel moment est-ce que les Québécois peuvent s'attendre à avoir une présentation semblable d'une part et d'autre part, est-ce que vous allez donner un préavis? Parce que notamment dans le réseau scolaire, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui disent que ça va prendre beaucoup de temps de mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre une reprise éventuelle, qui aimeraient avoir des scénarios, qui aimeraient être consultés. Donc, quel est l'horizon? OK. On travaille actuellement, entre autres, avec la CNESST, je me souviens bien du nom, Jean Boulet, pour toutes les normes pour les entreprises. Donc, notre travail actuellement, là, à court terme, est beaucoup dans les entreprises. Il est trop tôt là, pour commencer à parler de scénarios dans les écoles.
On va d'abord s'assurer que la courbe est aplatie, qu'on est sur la descente de la courbe. Donc, quand on sera rendu là, on regardera différents scénarios, on regardera comment est la situation dans les différentes régions du Québec. Mais à court terme, comme je l'ai dit hier, on ne prévoit pas de réouverture d'école, mais on travaille sur un scénario pour réouvrir les entreprises de façon progressive avec des consignes pour, entre autres, garder le 2 mètres de distance. Comme les questions sont courtes et les réponses sont courtes, M. Pilon-Larose, La Presse. Sur les décès que vous avez annoncés aujourd'hui puis hier, par exemple, est-ce qu'on parle encore majoritairement de personnes âgées au-dessus de 60, 70 ans? Est-ce que vous pouvez aussi nous ventiler un peu ces personnes-là viennent d'où? De CHSLD, d'hôpitaux, de leur domicile? Bien, je peux prendre la question, si vous permettez, M. le Premier ministre. Oui. Écoutez, effectivement, c'est encore en haut de 90 qui sont à 70, 79 ans et plus. Puis si on met il y a un 8,4 chez les gens de 60 à 69 ans. Maintenant, pour ce qui est d'où proviennent les gens ou peut-être le nombre de décès selon le milieu de vie, il y en aurait 51 qui vivaient avant chez SSLD, 21 qui vivaient à domicile, 3,5 qui étaient à l'hôpital, 19,3 en RPA. Pour ce qui est maintenant de où ils décèdent, bien, il y a une proportion quand même assez significative qui va décéder en CH, 30 19,1 chez SSLD. Mais il y a quand même là-dedans des inconnus. Il faut comprendre que l'information n'est pas toujours reçue en temps opportun. Là. Elle va l'être dans le temps, une fois que le dossier est fermé. Il y a une proportion quand même d'inconnus. Mais c'est à peu près le même profil. Il y a des gens à la fois qui sont transférés de CHSLD, surtout s'ils sont dans ce qu'on appelle le niveau 1 et 2, où ils veulent avoir des soins. Ils sont transférés et peuvent décéder à l'hôpital. Mais c'est encore, au Québec, un profil, je vous dirais, majoritairement en haut de 70 ans, incluant des cas en 60-69 ans. Et puis les cas inférieurs, je pense qu'on est à 3 ou 4 seulement pour le moment. Mais c'est comme on le dit, c'est pas impossible quand même. Quand le virus va se remettre à circuler, il y a peut-être certaines personnes jeunes qui pourraient avoir, en tout cas, être hospitalisées et, espérons-le, pas en décéder. Mais comme tout décès est important, quel que soit l'âge, c'est toujours triste. Merci. M. Belrose, le Journal de Québec. Legault, est-ce qu'il est possible de retirer un parent qui se trouverait dans un CHSLD infecté par la COVID-19? Parce que ce qu'on entend, c'est que si c'est possible, la personne perdrait sa place et devrait se retrouver à nouveau sur la liste d'attente, donc devrait trouver une nouvelle place. Bien, c'est pas idéal, sûrement, là, de retirer une personne, parce qu'effectivement, vous savez qu'il y avait des listes d'attente, donc il faut tenir compte de ça. En plus, habituellement, les gens qui sont dans les CHSLD ne sont pas des personnes très autonomes, c'est des personnes qui ont besoin de soins. Donc, c'est difficile. Quand on a parlé de la possibilité de retirer des personnes d'une résidence, on parlait d'une personne qui était assez autonome pour venir jusqu'à la porte seule et être pris en auto par la personne. Donc, c'est beaucoup plus difficile dans les CHSLD. Monsieur Bossé, Le Soleil, rapidement. Qu'est-ce qu'on fait avec les ligues sportives d'été? Est-ce que ça doit déjà être annulé ou... Il est trop tôt pour répondre à ça. Là. On a, pour aider les grands festivals, on leur a dit, écoutez, je pense que vous êtes mieux d'arrêter d'investir de l'argent. Mais pour ce qui est des clubs de baseball de jeunes, il est trop tôt pour répondre à ça. Et on complète avec M. Bergeron, La Presse canadienne. Rebonjour. Concernant les 1000 personnes rendues disponibles par Ottawa, il s'agissait de personnes qui sont sur le site de Santé Canada, qui ne concernent donc pas l'armée. J'aimerais savoir, pour confirmer, est-ce que le fédéral vous a bel et bien offert 150 militaires avec expérience médicale pour aider dans les CHSLD? Parce que M. Trudeau s'est fait poser la question ce matin, ça n'a pas été répondu clairement. Bien, moi, jusqu'à il y a quelques minutes sur Twitter, là, on n'avait pas eu de réponse encore à notre question. Combien vous pouvez nous envoyer de personnel de l'armée ou autres qui sont qualifiés, qui ont donc une expérience en santé? On n'avait pas eu la réponse. Avant l'entrée ici, quelques minutes avant, là, j'ai vu le 1000, là, mais j'ai demandé qu'on vérifie pour voir combien ils peuvent nous en envoyer, mais je n'avais pas eu la réponse là, jusqu'à ce que je vienne ici. Merci. Maintenant, une question qui nous provient d'un média qui n'est pas représenté ici à la tribune de la presse. Elle nous vient aujourd'hui de Sophie Mangado de Ricochet Média, qui vous demande, depuis le début de la crise, aucune mention n'a été faite
faite en point de presse concernant les lieux de détention. Les échos qui nous parviennent font état de tensions grandissantes mettant en jeu la sécurité des détenus et du personnel, de manque criant de mesures de protection et d'impossibilité à respecter la distanciation sociale. Est-ce que le ministère de la Sécurité publique, votre gouvernement, considère la libération anticipée de personnes détenues comme dans d'autres provinces ou d'autres pays ont pu le faire depuis quelques semaines pour réduire le risque sanitaire élevé dans ces endroits-là? J'ai pas d'informations, bien honnêtement. Moi, je sais que ça a été le cas dans certaines provinces, qu'il y a eu des discussions au niveau fédéral, là, mais nous, on n'a pas porté ça à notre attention au Québec. Mais on va suivre la situation. Merci. Alors, donc, nous allons passer en anglais. We'll switch in English. We'll start today with Samuel Pouliot from CTV News. Hi. Mrs. McCann, can you just repeat in English what you said? Madame McCann, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, ce que vous avez parlé des efforts humanitaires nécessaires et cet appel à des spécialistes? Réponse. Oui, d'accord. Ce que j'ai dit, c'est que nous avons beaucoup de médecins qui se rendent à chaque année en mission humanitaire à l'étranger, comme en Afrique, par exemple, mais ailleurs également. Et ce que je dis, c'est que cette année, aujourd'hui, je pense que la mission humanitaire est ici, au Québec, dans nos résidences pour aînés. Et comme le premier ministre l'a dit, nous en avons besoin. Nous voudrions qu'ils viennent nous aider, qu'ils viennent aider les préposés, les infirmières. Et c'est ça, la mission humanitaire à laquelle je les convie cette année. Les vérifications de casier judiciaire sont faites sur les gestionnaires des résidences pour aînés afin de protéger les aînés. Comment est-il possible que le propriétaire du CHSLD, Héron, a pu recevoir des permis pour exploiter plusieurs résidences, étant donné son casier judiciaire? Réponse. Pour moi, c'est inacceptable si cela s'avère. J'ai demandé à mon personnel de vérifier comment nous avons des vérifications de casier judiciaire pour les gestionnaires et les employés, mais pas les propriétaires. J'ai été surpris d'apprendre la chose. Donc, j'ai demandé une contre-vérification, également pour voir s'il y a d'autres cas semblables. Question. Bonjour. Comment pourriez-vous qualifier la situation que vous vivez, M. Legault, quand vous avez presque à vous mettre à genoux pour convaincre les médecins et les spécialistes de venir prêter main forte dans les CHSLD? Réponse. C'est une situation difficile. Comme je le dis et le redis, on avait des pénuries de personnel avant la crise. Maintenant, beaucoup de membres de personnel ont soit la COVID ou ils ont peur de s'y rendre. Donc, ils restent à la maison et la pénurie est plus importante qu'auparavant. Hélas, la raison principale de ces pénuries, c'est que nous n'avons pas assez d'infirmiers et d'infirmières, nous n'avons pas assez d'employés qui sont qualifiés pour ces postes. Pourquoi? La raison principale, c'est que l'emploi n'est pas attrayant. Il nous faut passer en revue la rémunération. M. Barrett a tenté de le faire en 2015. Il a dit qu'il n'a pas réussi parce que ce n'est pas facile quand vous négociez avec les syndicats d'avoir une augmentation salariale qui est différente pour certains genres d'emplois. Mais moi, j'aimerais le faire. Ça fait longtemps que j'aimerais procéder ainsi, donc avoir une meilleure augmentation pour ces employés-là pour que ce soit plus attrayant comme poste. Et parce que ce n'est pas assez attrayant, les gens qui vivent au jour le jour en pénurie, le travail est plus difficile. Ils ont à travailler davantage parce qu'ils sont en insuffisance d'effectifs. Question. Vous faites appel au sens du devoir des spécialistes, par exemple. Est-ce qu'il fallait aller aussi loin que cela? Comment est-ce possible? Réponse. Nous savons que nous n'avons pas assez d'infirmières au Québec, mais ce n'est Ils ne répondent pas à votre appel? Réponse, pas suffisamment. Ce que j'ai entendu des deux présidents de syndicats, c'est qu'il n'y a pas de manque de médecins dans les CHSLD. Mais ce n'est pas ce que je dis, je le sais ça. Nous avons tous les médecins nécessaires, mais nous avons besoin d'infirmières
Et les médecins, avec leur formation de base, peuvent faire du travail d'infirmière et d'infirmier. Donc, je leur demande, s'il vous plaît, je sais que vous êtes surqualifiés pour faire ce travail, mais je n'ai pas d'option, je n'ai pas d'autre choix. Donc, j'ai besoin de médecins pour qu'ils viennent dans nos résidences pour aînés pour prêter main forte aux infirmières, aux infirmiers, aux préposés. Dernière question. Monsieur Arruda. C'est un de mes collègues qui pose la question. Les familles des résidents à l'Institut de gériatrie de Montréal et aussi les syndicats disent que, en lien avec les directives initiales de dépistage, vous vous rappellerez, c'était pour les gens qui avaient voyagé, ces directives les ont empêchés de connaître la prévalence de la COVID-19, les éclosions dans leurs propres institutions. Donc, avez-vous l'impression que vos directives étaient trop restrictives au début au Québec et que cela a contribué à la propagation du coronavirus dans les résidences pour aînés? Réponse. Je pense qu'il faut se rappeler du nombre de trousses de dépistage que nous avions. Les choix, quant aux voyageurs, c'était que le risque était réel et il nous fallait chercher et endiguer ce risque. Et je pense que si nous avions un nombre illimité de trousses de dépistage, à la limite, on aurait pu tester tous les Québécois et les Québécoises. Mais quand il est question du virus en résidence aînée, je crois que ce sont des gens asymptomatiques ou des visiteurs ou des infirmières ou des médecins qui sont entrés dans le système et ont aggravé, sinon provoqué la situation. Je ne crois pas que le test, une fois passé, n'aurait pas réussi, car c'est plusieurs fois qu'un personnel entre dans une résidence pour aînés. En fait, tous les jours, sur 2-3 semaines. Alors, est-ce qu'on les teste à tous les jours avant d'entrer? N'oubliez pas qu'il n'y avait qu'un seul secteur qui faisait les tests. Et très rapidement, on est allé à plus de 19 ou 20 hôpitaux dans ce laps de temps. Et maintenant, nous avons la capacité, même excédentaire, face à d'autres provinces ou d'autres pays. Je pense que la décision, c'était la bonne décision à ce moment-là, dans le contexte, car nous n'avions pas la capacité de dépistage nécessaire. La situation est dynamique, elle est changeante. Nous étudions son évolution et nous décidons les priorités selon ce qui est important pour nous. Question. Est-ce que M. Legault veut vraiment que les médecins aillent changer les couches des gens plutôt que d'accepter l'aide des proches aidants? Donc, accepter l'aide des autres d'ailleurs au Canada? Réponse. Non, si l'armée canadienne peut arriver avec les gens qui ont la formation pour faire ce travail, je vais accepter cette aide. Mais à l'instant, jusqu'à ce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une offre. Il est question de 1000, on a besoin de 2000. Donc, je demande aux médecins de venir travailler comme infirmiers dans nos CHSLD entre-temps. Question. Il y a des aînés qui se plaignent que les supermarchés et les pharmacies les empêchent d'entrer pour acheter des biens essentiels. Ces aînés n'ont aucune autre façon d'accéder à ces biens nécessaires. Certains n'ont pas accès à Internet. Est-ce que les magasins ont le droit d'empêcher l'entrée des aînés? Réponse. Non, c'est inacceptable que nous barrions la porte aux aînés. Il est important de répéter, avant tout, qu'il n'y a pas plus de risque avec les aînés d'attraper la COVID-19 qu'un jeune ou qu'une jeune personne. Mais nous suggérons aux aînés de rester à la maison parce qu'eux sont à risque. Donc, c'est pour leur bien. Merci. Prochaine question. Nous entendons parler des travailleurs de la santé qui veulent venir aider dans les CHSLD, mais il n'y a pas de suivi quand ils se portent volontaires. Que pouvez-vous faire pour éliminer les tracasseries administratives qui leur font obstacle? Réponse. Écoutez, nous travaillons avec tout un chacun et j'aimerais vous dire que dans cette crise,
Il y a très peu de bureaucratie. Il y a, c'est vrai, des situations où nous voudrions accélérer les choses. Il y a des étapes à franchir, mais nous travaillons tellement rapidement. Ce que nous faisons maintenant en quelques jours, ce qui nous prenait des mois auparavant. Donc, non, nous voulons chacun et chacune, nous cherchons partout dans le bassin des travailleurs de la santé à la grandeur du Québec. Et si nous n'avons pas vu la candidature de quelqu'un qui voudrait venir et nous aider, s'il vous plaît, laissez-nous le savoir. Et nous allons vraiment nous dépêcher pour que ces personnes puissent venir nous aider. Dernière question. Il y a des familles qui nous disent qu'il y a des travailleurs en résidence pour aînés qui n'ont pas eu de test de dépistage et qui risquent d'infecter les vieux. Donc, comment corriger la situation? Il n'y a pas de liste d'employés qui ont été testés. Pouvez-vous répéter? Il y a des familles qui nous disent qu'il y a encore des travailleurs dans les résidences pour aînés qui n'ont pas été dépistés pour le virus. Et ils sont donc un risque pour les aînés. Et la CSN dit qu'elle veut une liste de tous les travailleurs qui ont été testés. Comment corriger cette situation? Réponse, nous allons entrer en contact avec eux. Moi, j'aimerais mentionner, par exemple, que le chef de mon cabinet est en contact avec tous les syndicats aux 2 jours. Donc, je vais partager cette préoccupation que vous exprimez et que je vais demander qu'on comprenne mieux quelle est la situation sur le terrain. Merci. Merci tout le monde. Bonne fin de journée et à demain. Un message on ne peut plus clair du premier ministre du Québec qui demande